Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bienvenue dans ce nouveau podcast Rustica. En 2003, Perrine et Charles-Hervé Gruyé créent la ferme du Bec-et-Loing en Haute-Normandie. Celle-ci fait aujourd'hui référence en matière d'agriculture naturelle et attire des visiteurs du monde entier. La démarche proposée repose sur la permaculture, prendre la nature comme modèle et concevoir des installations humaines fonctionnant comme des écosystèmes. L'objectif est de créer des systèmes autonomes et résilients, plus productifs et plus économes en ressources. Éducateur de formation, Charles-Hervé Gruyé a d'abord sillonné le globe à bord du voilier école Fleur de l'Empole pendant 22 ans. Il est l'auteur de nombreux documentaires et livres sur la nature. Dans ce podcast Rustica, il vous explique comment créer des jardins et des fermes permaculturelles et résilients. Bienvenue, je suis très heureux de passer ce moment avec vous et je vous remercie d'être venu. En fait, cette conférence est la deuxième d'un cycle de 2. Hier, on a réfléchi sur la question « Comment nourrir l'humanité dans le monde de demain ?» C'est vrai que c'est un monde plein d'incertitudes et de menaces, et on est en plein dedans avec la guerre en Ukraine, et on voit à quel point le lien entre ce qu'on mange et l'énergie est fort. Voilà. Donc on a réfléchi autour de tout ça hier, et je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit hier pour ceux qui ont la gentillesse de venir les 2 fois, mais clairement, hier, on a traité du fait que ce n'est pas l'agriculture qui domine aujourd'hui qui nourrira l'humanité de demain. Parce qu'elle est beaucoup trop dépendante du pétrole et des énergies fossiles. Donc si on perpétuait ce modèle, on n'arrivera jamais à stabiliser le climat mondial. Et puis elle fait beaucoup de dégâts collatéraux, même si elle est productive, sur les sols, sur la biodiversité, sur la santé humaine, sur les ressources en eau, etc. Donc ce n'est pas une agriculture qui est durable. Et ensuite, j'avais proposé une petite réflexion sur est-ce que c'est l'agriculture bio qui nourrira l'humanité demain ? Bah oui, sûrement plus que l'agriculture conventionnelle, mais on avait quand même un petit peu réfléchi sur la dépendance aussi aux énergies fossiles de l'agriculture bio, qui souvent nécessite davantage d'énergie fossile au niveau des cultures, dans les champs, quoi. Globalement moins d'énergie fossile parce qu'on n'utilise pas d'engrais azotés de synthèse qui sont extrêmement énergivores. Mais l'agriculture bio, je dirais sous sa forme de base, c'est-à-dire que l'agriculture bio, ça peut être l'agriculture conventionnelle moins les pesticides et les molécules de synthèse, donc à minima, quoi. Et donc après, on s'est dit, allons encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va nourrir l'humanité de demain ? Et l'agroécologie, oui, formidable l'agroécologie. L'agroécologie est apparue à peu près en même temps que la permaculture et elles se sont finalement assez peu rencontrées. Donc pourquoi pas faire encore un pas de plus et imaginer ce que j'aime bien baptiser l'écoculture, c'est-à-dire une agriculture qui prenne la nature comme modèle et qui intègre le meilleur de tout ce qui a préexisté, c'est-à-dire toutes ces formes d'agriculture naturelle qui se sont développées à travers le monde, et y compris en dehors de la sphère du monde occidental, et puis intégrer l'agroécologie, et puis intégrer aussi les concepts de la permaculture et du design permaculturel, parce que c'est formidable quand même l'apport de la permaculture. Même si quelque part la permaculture n'a rien inventé, elle a quand même ouvert une percée forte dans cette quête d'une culture permanente, d'une culture durable. Mais la permaculture n'est pas une agriculture, c'est un système global qui intègre potentiellement tout ce qui fait la vie des humains, n'est-ce pas ? Dans la permaculture, on va s'intéresser à ce qu'on mange et à la manière dont on le produit. Donc là, la sphère du jardin et de l'agriculture, mais on va aussi s'intéresser à l'énergie, à l'habitat, avec l'éco-construction. On va s'intéresser aux échanges entre les gens, à l'économie, avec les monnaies libres, etc. Donc, quelque part, la permaculture embrase l'ensemble de ce qui fait la vie des humains et s'intéresse aussi à l'agriculture, mais n'est pas une agriculture. Et je crois que c'est important de lever cette confusion parce que souvent, les gens réduisent la permaculture à une sorte de super méthode de jardinage naturel avec des buts de culture, etc.
Et c'est un peu tristounet de la réduire parce qu'elle mérite mieux, c'est bien plus que ça. Donc, l'écoculture, c'est pour moi, c'est un thème qu'on a emprunté dans les travaux de Wes Jackson, un agronome américain, qui a énormément étudié une agriculture bio-inspirée, biomimétique en quelque sorte. Et j'aime bien ce vocable. Donc, c'est vraiment une forme d'agriculture qui prend la nature pour modèle. Et aujourd'hui, je voudrais, dans notre causerie de l'après-midi, arriver de manière beaucoup plus concrète dans nos jardins, dans nos fermes, qu'elles soient micro-fermes ou fermes un peu plus grandes, vous voyez, et être plus concret. Hier, on était plutôt dans la prospective, les concepts. Aujourd'hui, descendons au ras du sol et voyons qu'est-ce qui peut caractériser un jardin, une ferme permaculturelle et résilient. La question de la résilience, pour moi, c'est devenu une obsession ces dernières années. Parce que on voit bien que notre modèle de société n'est absolument pas durable. Nous, Français, on consomme à peu près 2,7 planètes. Donc c'est évident que ça ne peut pas durer. Et c'est évident qu'il faut qu'on change très vite. Mais comment changer ? Je pense qu'on est nombreux dans cette salle, si ce n'est tous, à s'interroger. Comment est-ce qu'on peut changer dans le concret de nos vies ? Et moi, j'ai réfléchi en tant que paysan, j'ai réfléchi énormément. Et je dirais que ça m'obsède positivement, hein, ça ne me fait pas faire des cauchemars la nuit, mais c'est une question passionnante en fait. C'est comment devenir plus léger sur la planète ? Comment marcher plus légèrement sur cette magnifique planète ? Je trouve ça enthousiasmant, cette quête. C'est une quête, hein, parce que c'est un processus dans la durée. On ne devient pas résilient en claquant des doigts, ni autonome en claquant des doigts. C'est une sorte de longue aventure, mais qui nous amène à revisiter à peu près tous les aspects de notre vie, n'est-ce pas ? La manière dont on mange, la manière dont on se loge, la manière dont on se déplace, dont on travaille, la manière dont on se chauffe, même l'eau qu'on boit, la manière dont on se soigne, etc. etc. Et je crois qu'il y a urgence à se pencher sur cette question de la résilience et de l'autonomie et à inventer des modes de vie qui soient plus légers pour la planète, plus autonomes et plus résilients en cas de crise. Là, la crise, on est en plein dedans avec la guerre en Ukraine, hein. On n'est pas sorti de la crise du coronavirus. On n'est pas à l'abri d'un virus mutant beaucoup plus méchant, hein. Là, on s'est tapé Omicron, ça remonte un petit peu. Bon, il est pas trop virulent, quoi. Mais qui dit que demain, on n'aura pas une mutation beaucoup plus dangereuse. Enfin, voilà. Je ne veux pas faire le prophète de mauvais augure, mais voilà. Un confinement plus dur porte atteinte quand même à la production, à la distribution des biens essentiels. Et puis, la guerre, là, pose tout un tas de problèmes. En dehors du drame que vivent les Ukrainiens, on est affecté, chaque habitant du monde est affecté avec la question de l'énergie. Donc devenir autonome en énergie, c'est quelque chose de très important. Tout ça pour planter un peu le décor et vous dire que pour moi, idéalement, un jardin, une micro-ferme, ça va être un lieu d'autonomie globale, idéalement, vous voyez. C'est une autonomie, on peut se rapprocher d'une autonomie alimentaire, mais aussi d'une autonomie en semences, parce que c'est bien beau de savoir cultiver son jardin, mais si on ne sait pas reproduire ses semences en cas de crise, qui dit que nos amis d'AgroSemences, qui ont leur stand là-bas magnifique, que je vous invite à visiter, qui dit qu'ils seront encore capables de nous envoyer des semences par la poste, de les produire, de les commercialiser ? C'est pas certain, donc c'est utile d'apprendre à faire ces semences. Et puis, avoir un beau jardin productif et devoir tout le temps acheter des sacs d'engrais à la coopérative ou au Gamme Vert du coin, c'est pas terrible non plus, n'est-ce pas ? Donc savoir faire son compost et avoir une production de biomasse, de matière organique in situ pour être aussi autonome au niveau de la fertilité, c'est important. Et puis après, il y a l'autonomie en eau. On a besoin d'eau. Toutes les formes de vie ont besoin d'eau. Il faut boire, il faut arroser les plantes, etc. Donc comment est-ce qu'on peut capter l'eau qui arrive sur notre territoire ? Comment est-ce qu'on peut la valoriser ? L'autonomie en énergie. Parce qu'on a besoin d'énergie. Vaste question, l'énergie. Je peux vous dire qu'à la ferme du Bec-et-Loing, on s'y frotte depuis des années. Et on n'a pas encore réussi à être autonome. C'est un long parcours.
Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. On s'embête jamais quand on s'embarque dans ce grand voyage. Et puis, un truc qui me tient à cœur, parce que je suis passionné par les outils, l'autonomie en outils également. Avoir un outillage chez vous, que vous sachiez déjà que vous en disposiez, mais aussi que vous sachiez les utiliser, ces outils, pour être capable de réparer, d'entretenir, de fabriquer. Nous, à la ferme, on a des très bons outils manuels et on peut construire un bâtiment, un meuble, un bateau, on peut construire à peu près tout à la ferme ou réparer beaucoup de choses. Alors, pas les trucs sophistiqués, pas l'informatique, l'électricité, tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais on a une forge également, même si je ne sais pas encore bien l'utiliser. Donc, en fait, quelque part, la quête de résilience et la quête d'autonomie, c'est une aventure très réjouissante parce qu'elle nous amène à réfléchir à la disponibilité des ressources qu'on utilise, dont on a besoin, dans un périmètre ultra local. Parce que la mondialisation, c'est bien gentil, mais dès qu'il n'y a plus d'énergie, ça ne marche plus. Vous voyez, vous n'avez plus les supertankers qui vont faire 3 fois le tour de la planète pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, ça veut dire s'assurer de la disponibilité des ressources au plus près de chez vous, donc au plus local de chez vous. Et donc, c'est clair que l'aspect local est totalement essentiel dans cette quête d'autonomie. Il faut passer de la mondialisation au local. Et puis, il faut savoir les utiliser. Et on ne sait plus, nous. Moi je ne sais pas très bien qui vous êtes. J'aimerais bien connaître vos histoires à chacune, à chacun. Moi, je suis un petit Parisien, alors je me soigne. Mais je trouve ça passionnant d'apprendre tout le temps, vous voyez, d'explorer des nouveaux champs de connaissances, d'acquérir des compétences. C'est vachement gratifiant. Ça te donne confiance en toi. Tu peux déployer des nouvelles facettes de ta personnalité. Bref, la quête d'autonomie, c'est tout sauf un truc morose et c'est tout sauf une longue descente dans des privations infernales. Pour moi, c'est au contraire quelque chose de jubilatoire qui t'amène à déployer tes talents, à prendre la responsabilité de ta vie et de son impact sur la planète et sur la communauté qui t'entoure, et à être plus humain, en fait, à être un humain plus complet, et à te relier aux autres, parce qu'on n'est jamais résilient tout seul. Il y a aussi toute une dimension invisible dans la résilience, c'est que c'est l'inverse du survivalisme. C'est pas du tout la bunkérisation avec les kalachnikovs pour tuer ceux qui voudraient piller tes ressources. C'est au contraire développer une communauté de personnes soudées, partageant les mêmes valeurs et s'entraidant pour gagner en solidarité et en autonomie. Je pense que l'autonomie absolue n'est pas du tout un idéal dans la vie. D'ailleurs, dans la nature, tous les organismes échangent et généralement, moins une cellule échange, c'est signe qu'elle va mourir. Une cellule moribonde réduit ses échanges avec le monde extérieur, puis au bout d'un moment, capoute. Donc, l'échange, c'est la vie aussi, vous voyez. Donc, pour moi, un jardin ou une ferme autonome est tout sauf un isolat. C'est plutôt un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de formation, un lieu d'échange, où on met en synergie les talents, les savoirs, les compétences des personnes qui forment qui habitent ce territoire, qui forment cette communauté. Donc voilà un petit peu. Alors, j'en profite pour vous dire que avec Emmanuel, qui se cache discrètement quelque part dans le fond de la salle, et avec ma fille aînée Lila, qui travaille aux éditions Ulmer, on vient de sortir une collection qui s'appelle justement Résilience. C'est des petits guides pratiques, chaque guide traite d'une thématique, pour accompagner ce parcours vers l'autonomie, vers la résilience, acquérir ces savoir-faire dont on a besoin. Voilà, je clôt la parenthèse, mais l'idée à terme, c'est de faire une sorte de grande bibliothèque de l'autonomie, de la résilience, mais d'une manière joyeuse, quoi. Voilà, d'une manière joyeuse. Et donc, voilà, venons-en maintenant au jardin. Quand on tourne cette question de la résilience dans tous les sens, généralement, on arrive un peu à une conclusion, c'est que plus on se rapproche de la nature, plus on gagne en résilience. Si vous regardez d'ailleurs les troubles et les guerres du passé, c'est toujours ce qui s'est passé. En temps de guerre, en temps de turbulence, quand la société menace de s'effondrer,
Les gens, ils repartent vers le jardin, ils repartent vers la terre, parce qu'ils savent que la terre va les nourrir. Alors souvent, même en Grèce, on l'a vu, dans les années si difficiles que la Grèce a traversées il y a une dizaine d'années, et là, les gens repartaient vivre à la campagne, chez la grande-tante, chez papy-mamie, etc. Parce qu'on est plus en sécurité à la campagne que dans les villes, c'est sûr. En même temps, la question de la résilience des villes se pose et elle est légitime, puisque je crois que 80% des Français vivent en ville. Mais je vais pas forcément traiter de ce thème-là, parce qu'il est en dehors de mon champ de compétences. Mais c'est clair qu'il y a des millions et des millions de jardins urbains ou périurbains en France. Je pense que Alain Delaville, le patron de Rustica, doit en savoir beaucoup plus que moi sur ce sujet, mais je crois qu'il y a quand même 19 millions de Français qui ont accès à un jardin. Et il y a énormément de lecteurs fidèles à Rustica, à l'hebdo Rustica, qui sont souvent des jardiniers de longue date. Et on voit qu'il y a une tendance lourde dans le monde du jardin, c'est de passer de la pelouse à un jardin nourricier. Voilà, il y a une prise de conscience du fait que c'est quand même vachement sympa et vachement utile, et puis ça permet de faire des économies, à transformer une bonne partie de la pelouse en un jardin nourricier. Et puis si on se nourrit de l'approche permaculturelle, on peut aller encore beaucoup plus loin, on peut délirer beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le jardin urbain, il peut devenir une véritable petite jungle nourricière, avec des arbres, des buissons, des systèmes étagés, etc. Et c'est fou ce qu'on arrive à produire dans un tout petit jardin. Donc, pour moi, un jardin, une micro-ferme, quand je dis micro-ferme, ce n'est pas forcément un truc pour les professionnels. Ça peut être quelques centaines de mètres carrés, mais plutôt avec la volonté de produire un maximum de choses, avec une diversité de production. Pourquoi pas des fruits, des petits fruits, des plantes aromatiques, des légumes bien sûr, et pourquoi pas aussi des animaux avec une basse-cour, pourquoi pas même des céréales. On a un programme de recherche au Bec et Loing sur les céréales jardinées, qui est très novateur et intéressant, même s'il est difficile à conduire pour l'instant, mais on va persévérer. Et donc, quelque part, un jardin de 50, 100, 200, 300, 400 mètres carrés peut devenir une véritable petite ferme, même à titre totalement amateur, qui va produire beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez. Et alors là, c'est extraordinairement amusant, parce que vous êtes dans votre petit monde, vous êtes entouré de votre petite bulle de verdure, très vivante, qui accueille de plus en plus de biodiversité. Et c'est une source d'émerveillement sans fin, vous voyez. C'est une source de joie. Et puis, parce qu'il y a une telle différence, par exemple, entre aller acheter 1 kilo de cerises à la Biocoop du coin et récolter 1 kilo de cerises dans le cerisier que vous avez sous les yeux. Parce que le cerisier que vous avez sous les yeux, il est beau toute l'année. Et puis, quand arrive avril, il fleurit. C'est un enchantement. Et là, je viens de terminer pour la collection Résilience l'écriture d'un guide de la mini-forêt-jardin là, qui va paraître en avril. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à illustrer les arbres fruitiers, etc. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'on avait chez nous, dans notre ferme en Normandie, des pêchers, des abricotiers. Mais avec les gels tardifs qu'on a, honnêtement, on a quelques pêches tous les ans, mais ce n'est pas abondant. Les abricots, on en a une fois tous les 4 ou 5 ans. Oui, mais en faisant ce petit travail-là, je me suis dit, mais en fait, leur floraison, elle m'apporte autant que leurs fruits. Et ils fleurissent tous les ans. Et je veux dire, là, en ce moment, depuis une semaine à peu près, les abricotiers rentrent en fleurs au Bec et Loing. Généralement, c'est eux qui ouvrent le bal de ces floraisons printanières. Mais c'est un éblouissement, vous voyez, c'est un éblouissement. Donc même si je mange rarement des abricots, les rares fois on en a, ils sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Parce qu'ils sont cueillis tout frais sur l'arbre. Et même en Normandie, ils sont très sucrés, très bons. Mais les fleurs, elles sont là. Et c'est important, les fleurs. Hein. Il n'y a pas que l'utilitaire, il n'y a pas que ce qu'on mange. La beauté est aussi une nourriture, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que créer un petit cocon de nature vivante autour de soi et le voir s'épanouir, se déployer, voir les oiseaux s'installer, voir des nouvelles espèces d'oiseaux avec toutes ces belles couleurs, comme par exemple les chardonnerets élégants, les citelles torche-peau, etc., les mésanges et tous ces magnifiques oiseaux, les insectes, les papillons. Là, vous êtes beaucoup plus heureux.
Donc, quelque part, votre jardin vous nourrit, mais il nourrit tous les étages, les émotions, votre âme même, n'est-ce pas? Et du coup, la vie est plus douce, la vie est plus belle, c'est clair. Et donc, il y a encore un autre aspect réjouissant dans les techniques totalement manuelles qu'on explore au Bec et Loin et qui sont explorées dans bien d'autres lieux à travers le monde, n'est-ce pas? C'est que quand on se passe d'engins pétaradants, de moteurs thermiques qui fonctionnent avec du gaz russe qui finance les guerres de Poutine, et on travaille en silence avec des bons outils manuels qui sont vos compagnons de route pendant de longues années, si ce n'est toute votre vie. Et donc, vous avez la joie de travailler en silence, comme ça, et vous vous dites, je contribue à la beauté du monde. Je me sens concerné par l'état de la planète, et je suis sûr que tous ici, vous vous sentez concernés par l'état de la planète, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas prendre soin de toute la planète, hein. On n'est pas Dieu. Mais par contre, prendre soin d'un petit bout du monde, oui, ça on peut. Et c'est extraordinairement réjouissant. Il y a des gens, ils ont juste un beau balcon, un très beau balcon. Il y avait une conférencière d'une autrice d'Ulmer, là, qui a écrit un livre sur son balcon nourricier. Elle a un petit balcon. C'est inimaginable ce qu'elle arrive à faire pousser dessus. Ce balcon est une source de joie pour vous et puis pour tous les voisins, pour tous les gens qui le voient. Donc, par petits points comme ça, vous voyez, si chacun de nous se sent responsable d'un petit point, d'un petit bout de la seule planète vivante connue, n'est-ce pas? Petit point vert après petit point vert, on va arriver à reverdir la planète, à guérir la Terre. Et du coup, ça donne un sens à notre vie. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas 1000 hectares, ce n'est pas parce que vous avez juste un tout petit jardin, voire un balcon, voire même juste un jardin dans vos rêves, dans votre imaginaire, mais c'est déjà extraordinairement précieux et utile à tous. Voilà. Et si demain le monde va de plus en plus mal, ce qui nous pend au nez, hein, très honnêtement, votre jardin va peut-être devenir une véritable bouée de sauvetage pour votre communauté, pour votre quartier, pour votre immeuble, pour vos voisins. Donc je pense qu'il faut intégrer dès le début cette dimension du partage, de la solidarité. Et nous, vous voyez, par exemple, quand il y a eu le premier confinement, c'était panique à bord, hein, un peu dans toute la société. On ne savait pas trop ce qui nous tombait dessus. Maintenant, on s'est un peu habitué à vivre avec, hein, mais tout le monde parlait d'éventuelles pénuries alimentaires. Bon, Dieu merci, on y a échappé. Mais nous, tout naturellement, au Bec et Loin, on a cultivé davantage. On a agrandi un peu, on a planté plus de pommes de terre, etc. Parce qu'on s'est dit, si vraiment ça va mal, peut-être qu'on pourra mieux contribuer à nourrir le village, etc. Donc, on cultive pour soi, mais on cultive aussi pour la communauté. Alors, pour essayer de partager tout ce qu'on a appris, on a écrit une série de livres. Donc, j'ai cité Résilience. Mon plus gros bébé, c'était Vivre avec la Terre. Donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont. C'est un gros bébé de 5 kilos, hein, gestation 6 ans, pire que les éléphants ou les baleines bleues. Et dans le tome 1, je vous présente mes 2 dernières filles, voilà, dont je suis très fier. J'avais essayé de faire une synthèse des grands principes qui pouvaient soutenir l'écoculture. Bon, ce n'est pas du tout un travail qui a vocation d'être exhaustif, mais c'est bien d'avoir des points de repère. Et donc, je vais tout naturellement suivre un peu cette trame-là, parce que quelque part, l'écoculture, c'est un truc qui reste à inventer, n'est-ce pas? C'est un truc en voie d'apparition. Et chacun de vous peut y contribuer. Et d'ailleurs, c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux à chercher comment on peut concilier prendre soin de la Terre et subvenir aux besoins légitimes des êtres humains, n'est-ce pas? Produire sans bousiller, produire au contraire en aggradant le milieu. Donc, la première grande rupture avec l'agriculture traditionnelle, c'est de prendre la nature pour modèle. Et prendre la nature pour modèle, ça fait un peu général, n'est-ce pas? Mais je dirais prendre les écosystèmes spontanés pour modèle, comme source d'inspiration. Alors, c'est quoi les écosystèmes spontanés? C'est tout naturellement ce vers quoi tendrait la nature chez vous, si vous disparaissiez en quelque sorte, ou si vous lui laissiez un espace libre de toute intervention humaine. Bon, donc les écosystèmes spontanés varient selon les biotopes, les régions du monde, le climat, la géologie, etc., l'altitude. Mais chez nous, en Europe, tempérée, clairement, c'est la forêt, quoi. C'est-à-dire, vous le savez tous, je ne vais pas insister là-dessus, mais si on laisse une parcelle en friche,
en 10, 20, 30, 40 ans, elle va repartir vers la forêt. Et il se trouve que notre agriculture occidentale, c'est une agriculture de plaine, c'est une agriculture de steppe, de milieu ouvert. Donc on est constamment à se battre contre la forêt. On se bat contre cette tendance du vivant à aller vers la forêt. C'est un peu bébête de se battre contre. En aïkido, vous savez, on dit qu'il faut au contraire utiliser la force de l'adversaire, la mettre à profit. Bon, là, la nature est tout sauf notre adversaire, c'est au contraire notre mère et notre allié. Et pourquoi pas accompagner ce mouvement vers la forêt? Mais à partir du moment où on aspire à se nourrir de notre activité, eh ben, on va planter plutôt des arbres fruitiers, n'est-ce pas? Ou d'autres arbres utiles. Au Bec et Loing, par exemple, vous voyez, on a planté des milliers d'arbres fruitiers. Ça a été notre priorité. On a, je pense, plus de 600 variétés d'arbres fruitiers. Et puis, on a planté aussi des corridors de biodiversité. On a planté des haies fourragères. Alors, les haies fourragères, c'est aussi des haies qui se mangent, mais plutôt dédiées aux animaux. On a une 50aine de moutons sur la ferme, on a un cheval, on a un âne très vorace. Eh bien, quand tout est pelé lors d'une sécheresse, d'une canicule estivale, eh ben les arbres ils sont toujours verts, les haies sont toujours vertes parce que les racines vont profond, donc elles ne souffrent pas de la sécheresse tant qu'elle n'est pas trop marquée. Et ben, du coup, tous les jours, on va tailler 3, 4, 5 mètres de haies et puis on laisse les branches par terre et les animaux, ça leur fait ce qu'on appelle du bois fourrage, ils sont ravis, quoi. Voilà. Donc, accompagner ce mouvement vers la forêt, mais d'une manière en plantant plutôt des plantes nourricières ou des plantes utiles pour les humains. Et ma vision de notre ferme, en l'occurrence, c'est quelque part qu'à terme, elle soit couverte par une sorte de canopée d'arbres fruitiers, avec quelques clairières dédiées aux cultures de légumes, aux cultures de céréales, etc. Mais que globalement, on reparte vers un milieu boisé. Et c'est très intéressant de donner une place centrale aux arbres, parce que ce sont vraiment les arbres qui vont sauver la planète. Les arbres rendent tellement de services écosystémiques. C'est fou comme ils sont utiles à nous et à l'ensemble de la biosphère. Voyez. Donc, quand on valorise bien les arbres, du moins les arbres qui nous entourent, qui sont plantés autour de notre habitat pour subvenir à nos besoins, eh ben, on peut en tirer des fruits, des petits fruits, des feuilles, du bois, des matériaux pour l'artisanat, etc. Ils créent un brise-vent, ils régulent le climat, ils apportent plus d'humidité. C'est un abri pour toute la faune auxiliaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ils nous rendent plein de services gratos. Eh ben, merci les arbres. Donc ça vaut le coup vraiment d'en planter le plus possible. Et puis, en ces temps où le réchauffement climatique menace la survie même de l'humanité, les arbres stockent du carbone, n'est-ce pas? Ce qui est quand même extraordinairement important. Moi, c'est devenu une obsession. Je veux jusqu'à ma mort planter le plus d'arbres possible. Et cette année, on en a encore planté 260 alors que le contexte n'était pas évident. Mais je dirais que c'est un devoir citoyen, c'est un devoir vis-à-vis de toutes les formes de vie, de planter des arbres le plus possible. Donc même si vous n'avez pas de jardin ou de terrain, contribuez à planter des arbres, ne serait-ce qu'en finançant la plantation d'arbres chez les futurs agriculteurs ou les agriculteurs existants. C'est tellement important, quoi. Et puis, les arbres créent le sol aussi. Et donc, les arbres nous fournissent de l'énergie. Vous savez, on réfléchit beaucoup, on entend beaucoup parler du fait qu'on a besoin de batteries et que les batteries sont fabriquées en Asie. Alors là, il y a un grand plan européen pour fabriquer des batteries chez nous. Et alors, pour avoir un peu des véhicules électriques, n'est-ce pas? C'est super, les véhicules électriques. Hein. Mais, et puis après, alors, pour avoir les batteries, il faut aussi des terres rares, etc. Enfin, ça pose tout un tas de questions géopolitiques bien compliquées. Mais un arbre, c'est quoi? C'est une batterie, mais c'est une batterie verte qui fonctionne juste avec le soleil et qui génère zéro pollution, au contraire. Et il relâche de l'oxygène. Parce que donc l'arbre nous permet, et les plantes d'une manière générale, nous permettent d'avoir un jardin ou une ferme qui fonctionne avec l'énergie du soleil. Et ça, c'est très précieux. Il faut absolument qu'on sorte de notre dépendance au pétrole, au gaz, etc. Et qu'on apprenne à fonctionner avec le soleil. Quand un arbre pousse et qui stocke, qui fait du bois, quoi, ou des feuilles, eh ben, c'est une forme de batterie, vous voyez,
une bûche, c'est un concentré d'énergie. Vous pouvez la stocker pendant 1 an, 5 ans, vous pouvez en faire une maison, etc. C'est de l'énergie sur pied, biologique. Donc un arbre, une plante, c'est une batterie biologique. Donc il vous permet d'avoir une installation qui fonctionne avec le soleil. Et le sol, la question du sol est tellement importante, n'est-ce pas? Ce sont les arbres les grands créateurs de sol. On estime, ça peut être sujet à débat, mais on estime que à peu près 95% des terres arables de la planète, les terres fertiles, ont été créées par les arbres, par les forêts. C'est un service extraordinaire qu'ils nous rendent. Mais ça prend beaucoup de temps pour une forêt, pour créer du sol, n'est-ce pas? Alors que le sol se détruit tellement vite. Créer du sol, la nature crée du sol, hein, on appelle ça la pédogénèse. Elle le crée au rythme d'à peu près 1 cm par siècle. Mais si les conditions ne sont pas très favorables, ça peut être 1 cm par millénaire. Et 1 cm de terre arable, un agriculteur qui a des mauvaises pratiques vous détruit ça tous les 2-3 ans. Hein. Et nous, au Bec, grâce à notre approche de la fertilité qui repose entièrement sur la matière organique, sans achat d'engrais, etc., tout ça est raconté là-dedans. Il y a aussi une grosse partie sur le sol. On s'est rendu compte que l'épaisseur de terre arable, parce qu'on avait très peu de sol quand on a commencé notre activité, on avait moins de 20 cm de terre et au-dessus d'un lit de cailloux qui fait je ne sais pas combien de mètres de profondeur. Et comme on apporte énormément de paillis, de matière organique, la profondeur de terre arable augmente d'à peu près 1 cm par an. 1 à 2 cm par an. Et vraiment, on le constate parce que quand on créait nos buts de culture et qu'on décaissait les allées pour récupérer la terre fertile et la mettre en but, on raclait jusqu'aux cailloux. C'était pas très difficile, ils étaient entre 15 et 20 cm de profondeur. Et puis maintenant, les cailloux, il faut creuser profond pour les chercher. Je vois dans ma serre, vous voyez, j'ai un système d'arrosage. Vous voyez, les petits disperseurs, il était à peu près à ça au-dessus de notre tête. Et l'autre jour, je faisais remarquer à mes stagiaires que maintenant, on est obligé de pousser la tête parce qu'on se les prend dans le front. C'est-à-dire qu'on a gagné dans la serre à peu près 30 cm d'épaisseur d'une magnifique terre arable, extrêmement humifère et riche, en l'espace de 15 ans à peu près, quoi, vous voyez. Donc, en favorisant cette dynamique naturelle de pédogénèse, on peut tout à fait créer un sol fertile en quelques années. Et il est fait avec quoi ce sol? Avec du carbone. Donc, je vous ai dit un instant que les arbres stockaient du carbone, tout le monde le sait, mais le sol aussi, bien évidemment. Donc vous avez un jardin, vous avez une ferme qui devient un véritable puits de carbone. Et j'évoquais hier le fait qu'on a une étude belge qui a été menée pendant 2 ans au sein de notre ferme, et avec des moyens d'analyse extraordinairement sophistiqués, hein, dans des labos très pointus. Ils se sont aperçus que dans nos différents jardins, la teneur en carbone organique augmentait jusqu'à plus 10% par an, ce qui est absolument colossal. L'INRA a fait une recommandation qu'on augmente, ils ont fait des savantes études pour dire que si on augmentait de 4 parts pour 1000 la teneur en carbone organique des terres agricoles en Europe, on absorberait nos rejets de carbone. Et donc il y a cet objectif des 4 pour 1000 qui est d'enrichir les sols agricoles. Mais pour l'instant, à part certaines exceptions, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les terres agricoles rejettent du carbone, beaucoup. Et du coup, notre alimentation contribue à peu près pour 30% à notre empreinte écologique, ce qui est tragique. Mais on n'est pas du tout condamné à ça. On peut faire beaucoup mieux, vous voyez. Et alors, avec nos plus 10% de carbone, les scientifiques belges ont calculé qu'on était jusqu'à 26 fois au-delà des objectifs de l'INRA. Et une autre étude sur la productivité du maraîchage bio-intensif qu'on conduit, totalement manuel, a montré qu'on était au moins 10 fois plus productif par unité de surface que du maraîchage bio avec un tracteur. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parcelles de terre qui sont au moins 10 fois plus productives et dans le même temps, leur fertilité augmente à un rythme incroyable. Vous voyez ? Ben, c'est juste dingue, ça, non ? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à détruire pour produire. On peut améliorer notre environnement et produire beaucoup plus. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin. À partir du moment où on produit beaucoup sur très peu d'espace, grâce au but de culture permanente,
on libère une partie du territoire, n'est-ce pas? Si vous produisez au moins autant de légumes sur un dixième d'hectare que sur 1 hectare, vous libérez 9 dixièmes d'hectare pour planter des arbres, creuser des mares, élever des animaux. Et du coup, vous avez un milieu qui devient de plus en plus complexe. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Parce que quand vous regardez l'évolution du cosmos, il a toujours été vers plus de complexité. Lisez les merveilleux travaux d'Hubert Reeves. Il raconte ça très bien, parce que c'est un astrophysicien doublé d'un poète. Il parle de cette espèce de soupe de quark qui était le cosmos au moment du Big Bang, et il décrit comment la matière a réussi à s'organiser vers des formes de plus en plus complexes. Dans votre cerveau, vous avez à peu près 100 milliards de neurones. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup moins à mon âge, mais je pense que le cerveau humain est le summum de la complexité dans l'organisation de la matière et des atomes, des molécules dans l'univers. Vous voyez, la nature a su faire ça. Et si vous regardez l'histoire de la vie sur notre belle planète, au début, il y a à peu près 3,7 ou plus milliards d'années, sont apparues les premières cellules des organismes unicellulaires, primitifs, n'est-ce pas? Et la vie a toujours été vers plus de complexité. Elle s'est organisée en organismes multicellulaires. Et puis, ça a donné les arbres, les fleurs, les baleines, les éléphants, les humains, etc. Donc, et un écosystème naturel, c'est pareil. Vous prenez, par exemple, une île déserte qui émerge suite à une éruption volcanique au milieu de l'océan Pacifique, par exemple, ou au large de l'Islande. Au début, c'est juste du minéral. Il n'y a que du minéral. Mais très vite, la vie colonise ça. Et vous revenez 50 ans après, 100 ans après, 1000 ans après. Par exemple, les îles Marquises, c'est un enchantement. Vous voyez, c'est devenu une sorte de paradis tropical. La nature sait faire ça. Plus un écosystème évolue, plus il devient complexe. Et ça, c'est un truc vachement important à garder en tête, parce que quelque part, trop peu de gens le savent, et notamment dans le monde agricole. Parce que quelque part, on fait exactement l'inverse. Notre culture occidentale, elle fait exactement l'inverse de ce que fait le vivant. Elle artificialise la seule planète vivante connue, quoi. Et si on était invité par une bande d'extraterrestres à faire un voyage d'une ou 2 années-lumière dans le cosmos, on réaliserait à quel point la vie est extraordinairement rare. Et on reviendrait sur Terre, on dirait, mais il est hors de question que je tue ne serait-ce qu'un microbe. C'est tellement rare, j'en ai vu aucun. C'est extraordinairement précieux, le vivant, n'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On bitume, on bétonne, on laboure, on appauvrit, on désertifie. On a désertifié à peu près 30% des terres arables de la planète. C'est juste dingue, quoi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est très précieux, vous voyez? Donc, une monoculture arrosée de pesticides, c'est une injure aux vivants. Je m'excuse auprès des agriculteurs, mais c'est une injure aux vivants. Et passer des pesticides sur un champ, c'est tuer des millions et des millions et des millions de petites vies. Mais elles sont si rares, elles sont si précieuses quelque part. On doit pouvoir faire mieux, non? On doit pouvoir faire mieux que de passer du Roundup sur les champs. On doit pouvoir faire mieux. Et justement, comment? Moi, je n'ai pas la réponse à tout, mais c'est évidemment une voie majeure, c'est d'aller vers plus de complexité. Et ça, on a vraiment pu le constater dans notre ferme. À partir du moment où votre territoire se complexifie, vous avez plein de niches écologiques. On a dû creuser pas loin d'une 30aine de mares. On a plein de haies, on a ces milliers d'arbres, on a plein d'habitats possibles, on a plein de niches écologiques. Et du coup, plein d'habitats pour les auxiliaires utiles. Donc par exemple, la question des ravageurs, des bioagresseurs des cultures, des maladies, qui est une obsession pour les jardiniers souvent, et y compris, et alors n'en parlons pas pour les agriculteurs. Et il y a des traités entiers sur ce sujet, n'est-ce pas? Et alors, souvent, les gens me posent la question, alors, comment vous faites pour les maladies et les ravageurs? Bon, moi, je vous avoue, je ne fais rien. D'abord, j'y connais rien. Je ne suis pas passionné par les petites bébêtes. Donc, je sais reconnaître une coccinelle d'une sauterelle.
Mais alors, me demandez pas les différences entre les pucerons blancs, les verts, les jaunes, les gris. J'en sais rien. Ça m'a jamais intéressé. Et quelque part, c'est presque un non-problème pour nous. Pourquoi ? Parce que les végétaux sont extrêmement mélangés. Donc, il y a une sorte de brouillage visuel, de brouillage olfactif. Il y a des barrières physiques même, parce qu'il y a des plantes hautes, il y a des plantes basses, il y a des associations de cultures partout. Donc, les ravageurs, ils perdent un peu leur latin. Ils ont du mal à trouver leurs plantes cibles. Et puis, par contre, notre jardin est extrêmement accueillant pour tous les auxiliaires utiles. Et alors, quand je suis arrivé au tome 3 de Vivre avec la Terre, j'étais très embêté au moment d'écrire le chapitre sur la santé du jardin parce que je me suis dit, mais j'y connais tellement rien. Je suis maraîcher depuis 15 ans, mais j'y connais tellement rien en maladies, en ravageurs. Et alors, du coup, j'ai un peu quand même étudié la question avant d'écrire ce chapitre. Je me suis fait aider aussi. Et je me suis dit, mais en fait, notre approche, c'est de la prévention. Un peu comme la médecine orientale. Vous voyez, nous, en Occident, on donne toujours des pilules pour guérir les symptômes. En Orient, ils préfèrent quelque chose de basé sur la prévention. Eh bien oui, je me suis dit, mais en fait, oui, on fait tout pour que nos végétaux soient heureux, en bonne santé, et on fait tout pour que le jardin soit vivant, accueillant, diversifié. Eh bien, on a une prévention très efficace, finalement. Voilà. Donc, aller dans le sens de la complexité, c'est vraiment la solution. Donc, même si vous avez un tout petit et modeste jardin ouvrier ou un petit jardin de pavillon de banlieue, eh ben, n'hésitez pas à délirer, lâchez votre créativité, soyez fous, soyez folles, et plantez des arbres, et sous les arbres, plantez des buissons, et faites grimper une liane sur le tronc de l'arbre, et puis creusez un point d'eau. Même, par exemple, moi, si j'avais qu'un balcon, c'est évident que je mettrais une bassine et je laisserais un petit coin sauvage, vous voyez. Même si c'est une petite jardinière de 50 cm², un petit coin sauvage, même symboliquement. Et voilà, comme ça, vous allez avoir un jardin beaucoup plus vivant. Et plus il est vivant, mieux il fonctionnera. Voilà. Et plus vous aurez de ressources pour faire votre compost, plus vous aurez de sources de matière organique. Et là, vous voyez, tout ça, je vous raconte tout ça, c'est des prises de conscience qui ont pris des années et des années. Mais la base, c'est le sol. Et pour nourrir le sol, notre grand levier, c'est la matière organique. On va pas acheter des engrais minéraux qui viennent de mines de phosphate venant du Maroc et transportés par des supertankers et déchargés dans des usines, mis en poudre, mis en sac, chargés sur des camions pour arriver. Puis alors, vous allez ouvrir votre porte-monnaie et claquer un billet pour acheter votre sac de phosphate, etc. C'est vraiment pas la peine de faire ça. La matière organique, elle est pleine de minéraux. Et si vous mettez beaucoup de minéraux en paillis, eh bien, vous allez fertiliser votre sol par en haut et apporter des minéraux. Et plus votre sol va être vivant, plus il va être habité par des racines et par tout ce petit peuple de la vie, la microfaune, la microflore, qui accompagne les champignons, qui accompagne les racines, ce qu'on appelle la rhizosphère, tout cet environnement vivant des racines. Et donc, vous allez avoir plein de racines et plein de formes de vie dans votre sol qui vont aller profond et qui va faire quoi ? Qui va aller attaquer la roche-mère et libérer les minéraux dont les plantes ont besoin. Parce que la nature est très bien faite. Et on pense même que les végétaux savent extraire de la roche-mère les minéraux qui leur font défaut, dont ils ont besoin. Vous voyez ? Donc, quelque part, votre rôle de jardinière, de jardinier, ça ne va pas du tout être de vouloir tout contrôler. Votre jardin ne va pas du tout être une sorte de puits sans fond qui perd constamment sa fertilité et qui font constamment remplir avec des sacs d'engrais venant de l'extérieur. Vous allez plutôt rentrer dans une démarche beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile et beaucoup plus réjouissante qui va constituer à observer avec un œil empathique, à vous cultiver, à apprendre comment fonctionne la nature de manière de plus en plus fine et à favoriser l'essor du vivant, l'épanouissement de la vie dans votre petit jardin. Et du coup, plus le jardin va gagner en maturité au fil des ans, et moins vous allez intervenir, et plus il sera productif. Et quelque part, au bout d'un moment, vous devenez surtout une sorte d'organisateur de flux. Vous voyez, vous allez organiser des transferts de fertilité.
Et pour ça, les concepts du design permaculturel sont très intéressants parce que vous avez la zone 1 qui est la plus intensément soignée, et puis vous avez des zones de plus en plus sauvages autour qui sont des habitats pour les auxiliaires, qui créent un microclimat, et puis qui sont aussi des sources de matière organique. Et la matière organique, vous allez l'amener jusqu'à votre cœur intensif, jusqu'à la zone 1, et pas forcément faire des tas de compost d'ailleurs. Pourquoi pas, vous pouvez faire des tas de compost, mais on fait surtout du compostage en place. Donc du coup, c'est une approche plus feignante parce que c'est moins de boulot et c'est plus efficace. Parce que mettre la matière organique fraîche sous forme de paillis sur vos espaces cultivés, ça rend plus de service que juste un tas de compost. Le tas de compost, il va vous amener de la fertilité. Ok, c'est génial déjà. Mais un paillis, il va vous apporter la fertilité, puisque ça va se composter en place, mais aussi, il va garder la fraîcheur, il va limiter la croissance des adventices, qui est un mot gentil pour dire mauvaises herbes. Il va protéger le sol des rayons du soleil, qui stérilisent un peu la surface du sol, et il va garder l'eau, donc moins d'arrosage, etc., etc., etc. Donc voilà comment petit à petit, on va aller vers un jardin de plus en plus vivant, de plus en plus productif, et quelque part, vous allez enclencher une sorte de spirale vertueuse. Donc, votre premier focus, ça va être le sol. Et j'ai lu il y a peu qu'il y avait une étude de la NASA. J'étais très frappé par ça. Par satellite, ils ont pu observer que plus une région, un territoire avait un sol riche en matière organique, plus il pleuvait au-dessus. Et alors, ça s'explique de manière très simple, c'est que plus vous avez un sol riche en humus, en matière organique, plus il contient l'eau également, n'est-ce pas? Parce que l'humus, c'est une sorte de grosse éponge qui va retenir la pluie, etc. Donc, les conditions sont plus favorables pour faire pousser beaucoup de plantes. Et du coup, grâce à l'évapotranspiration, la pluie qui tombe est valorisée à travers les végétaux et repart dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau et de nuages. Les forêts tropicales, par exemple, reçoivent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent l'essentiel par évapotranspiration. Et plus vous avez un climat humide autour de ce territoire, et on enclenche une spirale vertueuse. Et si nous, humains, on intensifie ce processus, c'est juste super, en fait, parce que plus de sol égale plus d'eau, donc grâce à ce pouvoir de stockage de l'humus, égale plus de plantes, égale plus de matière organique pour recréer du sol, mais aussi plus de plantes pour nourrir des animaux, si vous élevez des animaux, et qui vont, grâce à leur déjection, enrichir le sol. Et vous voyez, on a une sorte de boucle vertueuse comme ça, où le sol va donner plus de plantes, plus d'animaux, et du coup, on aura plus de matière organique, donc encore plus de sol, donc encore plus d'eau, encore plus de plantes, encore plus d'animaux, et encore plus de sol, etc. Et si vous prolongez ça d'année en année sur une génération, 2 générations, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux générations, à vos enfants, à vos petits-enfants, aux enfants du monde de demain. Leur laisser une terre fertile. Et c'est vachement important parce que à l'heure actuelle, on désertifie la planète, on l'érode, on l'artificialise, et chacun de nous peut devenir un warrior, un guerrier du vivant, et contribuer à créer la terre fertile pour nos enfants. C'est du boulot, c'est du travail, ça peut être des frais éventuellement, mais ça vaut vachement le coup et c'est même quelque chose qu'on leur doit. Et je pense que planter des arbres, créer de l'humus, ça donne un sens à sa vie. On sait pourquoi on travaille. Dans notre ferme, je continue à pailler au pied de mes arbres fruitiers, on charrie des dizaines de tonnes de fumier par an à la pelle, à la brouette ou avec la charrette de notre cheval, au profit des générations futures. Moi, je commence à avoir un peu... je ne suis pas encore totalement gaga, mais je vois les années qui passent, la vieillesse qui arrive, mais j'ai bien l'intention, tant que je peux, de continuer, parce que je me dis, mais c'est pour mes filles que je fais ça, et puis même si elles vendent la ferme, si elles ne sont plus là, c'est pour d'autres, peu importe pour qui ça sera, mais mon travail aura profité à d'autres.
je pense que ça doit être assez sympa. J'en suis pas encore là, vous non plus, sans ça on serait pas là. Mais quand on est sur son lit de mort, de voir approcher paisiblement le grand départ en disant j'ai essayé de pas trop bousiller la planète, j'ai plutôt essayé de l'embellir, vous voyez. Là, on doit partir serein, en paix, vous croyez pas? Mais il faut s'y mettre. La planète se dégrade tellement vite, c'est une invitation à passer à l'action très rapidement. Bon, j'étais assez bavard, j'aurai encore plein de choses à dire sur ce sujet, évidemment. Si vous avez envie de prolonger, d'en savoir plus, il y a plein de bons bouquins qui existent. Alors, il y a les nôtres, mais il y en a encore plein de biens. Donc, je vous recite Vivre avec la Terre. Et puis, notre dernier bébé, qui est la collection Résilience, qui est vachement bien. Et voilà. Écoutez, je vous salue bien. Je vous souhaite plein de bonheur dans vos jardins. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr